Elle refuse de parler dans le groupe, mes mots sont seulement pour lui. Le millionnaire allait partir, jusqu'à ce qu'il entende sa voix seule dans un coin. Elle lisait des lettres d'amour, adressées à un nom qu'il reconnaît. Il s'approche et entend « Un jour tu me trouveras, papa ». Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému en tant qu'auditeur premium, il existe des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenez membre maintenant » et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. La lumière dorée de l'hôtel Crillon découpait le ciel nocturne de Paris, tandis qu'une file de voitures luxueuses défilait devant l'entrée principale. Annoncé comme l'événement mondain le plus attendu de l'année, le bal de bienfaisance Étoile de demain réunissait l'élite parisienne et lyonnaise dans une soirée d'ostentation qui promettait de transcender le conventionnel. L'hôte, Thomas Beaumont-Lefèvre, l'un des entrepreneurs les plus influents de France dans le domaine de la technologie, avait transformé le salon principal en un décor éblouissant qui mélangeait le classique et le contemporain. Des lustres en cristal dansaient au-dessus de tables ornées d'orchidées rares, tandis que des sculptures de glace en forme d'étoiles fondaient lentement, symbolisant l'éphémérité des moments précieux de la vie. Parmi les invités qui circulaient dans le salon, vêtus de tenues coûtant l'équivalent de plusieurs mois de salaire minimum, se trouvait Sophie Durand, une jeune professeure de littérature de 28 ans, originaire de Saint-Germain-en-Laye, invitée à l'événement par son cousin Rémi, photographe officiel de la soirée. Dans une robe bleu marine empruntée à une amie, Sophie se sentait comme un poisson hors de l'eau, observant de loin les sourires étudiés et les conversations superficielles qui dominaient l'ambiance. On dirait qu'on est entré dans un feuilleton de prime time, non? Sauf que personne ici ne sait qu'il est en train de jouer, commenta Rémi en s'approchant de Sophie, tout en ajustant son appareil photo professionnel. Ou peut-être qu'ils le savent, et c'est ça le problème, répondit-elle avec un demi-sourire. Tu es sûr que ma présence ne pose pas de problème? Ça ne me semble pas être le genre d'endroit où les professeurs d'école publique sont les bienvenus. Détends-toi, So. Tu as été officiellement invitée comme mon assistante. En plus, je pense que tu vas apprécier ce que Thomas a préparé pour plus tard. Ce n'est pas qu'un simple événement de charité, dit Rémi, avant de s'éloigner pour photographier un groupe de célébrités. Sophie respira profondément et décida d'explorer les lieux. Tout en marchant parmi les invités, elle captait des fragments de conversation sur des voyages internationaux, des investissements millionnaires et des scandales de la haute société. Personne ne semblait réellement intéressé à parler du but caritatif de l'événement, qui était de collecter des fonds pour des projets éducatifs dans les quartiers défavorisés de Paris. À un moment donné, les lumières baissèrent subtilement et un bref silence s'empara du salon. Thomas Beaumont-Lefèvre, un homme de 42 ans, aux traits marqués et au sourire magnétique qui cachait une profonde solitude, monta sur scène. Il portait un costume italien impeccable, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui contrastait avec tout ce luxe, une mélancolie que Sophie, habituée à analyser des personnages dans des œuvres littéraires, perçut immédiatement. « Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur de vous accueillir à cette célébration qui, je l'espère, pourra transcender le simple divertissement, » commença Thomas, sa voix grave résonnant à travers les haut-parleurs. « Cette soirée n'est pas seulement une question de dons ou de montrer nos plus beaux vêtements. Il s'agit de connexions. Des connexions authentiques qui peuvent transformer des vies. » Tandis qu'il poursuivait son discours, Sophie remarqua comment l'entrepreneur semblait répéter chaque geste, chaque expression, comme s'il jouait son propre rôle, quelque chose qu'elle identifiait fréquemment chez ses élèves adolescents, toujours en train d'essayer de s'adapter à des moules préétablis. Et pour commencer notre soirée d'une manière différente, j'aimerais vous inviter à participer à une petite dynamique, continua Thomas. Sur chaque table, vous trouverez de petits papiers. Je vous demande d'y écrire une histoire d'amour, pas nécessairement romantique, qui a transformé votre vie. Ensuite, nous partagerons certaines de ces histoires sur scène. Un murmure parcourut le salon, mêlant curiosité et malaise. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Partager des histoires personnelles ne semblait pas correspondre à cette ambiance de superficialité. Tandis que les serveurs distribuaient les papiers et les stylos dorés,
Elle pensa à ses propres histoires d'amour, toutes marquées par des déceptions et des incertitudes. Que pourrait-elle partager qui ne semblerait pas insignifiant ou banal pour ces personnes habituées à des vies extraordinaires? « Vous allez participer ?» demanda une femme élégante qui s'était assise à côté d'elle. « Je m'appelle Béatrice Lambert. Je suis rédactrice en chef du magazine Style & Pouvoir. J'avoue que je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi intime venant de Thomas. Il a toujours été connu pour maintenir une distance émotionnelle lors de ces événements. Sophie Durand, se présenta-t-elle, se sentant déplacée à côté de cette femme impeccablement vêtue et maquillée. En fait, je pense m'abstenir. Je ne crois pas que mes expériences soient assez intéressantes pour ce public. Béatrice sourit, révélant des dents parfaitement alignées. Ma chère, la moitié des personnes ici vont inventer des histoires cinématographiques pour impressionner. Un peu d'authenticité serait rafraîchissant. Tandis que les invités commençaient à écrire, Sophie observait la dynamique de la salle. Certains riaient, d'autres conversaient à voix basse, consultant leurs accompagnateurs sur ce qu'ils devraient écrire. Son regard croisa brièvement celui de Thomas, qui circulait entre les tables. Pendant un instant fugace, elle eut l'impression qu'il se sentait lui aussi étranger à sa propre fête. Au fur et à mesure que les minutes passaient, l'anxiété de Sophie grandissait. Le papier vierge devant elle semblait l'accuser d'un manque d'expérience digne d'être partagé. Elle pensa à sa dernière relation, avec un collègue professeur qui l'avait abandonné pour accepter un emploi à Lyon, sans même discuter de la possibilité d'une relation à distance. Elle pensa à ses élèves de l'école municipale dans la périphérie de Paris, dont les histoires d'affection au milieu des difficultés l'émouvaient quotidiennement. Mais rien ne semblait approprié pour cet environnement. Prise d'un soudain malaise, Sophie se leva et chuchota à Béatrice « J'ai besoin d'un peu d'air, je reviendrai bientôt. » Quittant le salon principal, Sophie suivit un couloir latéral, cherchant un refuge loin de la pression sociale qu'elle ressentait. L'hôtel Crillon, avec son architecture classique, offrait divers coins et salles adjacentes, loin de l'agitation de la fête. Suivant son instinct, elle entra dans une petite bibliothèque qui semblait avoir été préservée depuis l'inauguration de l'hôtel, dans les années 1920. Des étagères en bois sombre gardaient des livres reliés en cuir, et une large fenêtre offrait une vue privilégiée sur la place de la Concorde, illuminée par la pleine lune qui se reflétait dans la Seine. « Enfin quelque chose de réel dans cet endroit », murmura Sophie pour elle-même, passant ses doigts sur les livres anciens. C'est alors qu'elle remarqua, sur une table latérale, une boîte en bois sculptée avec de délicates fleurs de jacaranda. Le couvercle était entrouvert, révélant ce qui semblait être des lettres jaunies par le temps. Intriguée, elle s'approcha et, après un moment d'hésitation, ouvrit complètement la boîte. Des dizaines de lettres, certaines datant de décennies, d'autres plus récentes, étaient soigneusement organisées. Sur une étiquette à l'intérieur du couvercle, on pouvait lire « Mémoire du Crillon, histoire d'amour entre murs centenaires ». Avec précaution, Sophie prit une des lettres. Le papier, délicat et parfumé, contenait une calligraphie élégante qui narrait une rencontre inattendue entre une jeune Parisienne et un diplomate italien pendant le carnaval de 1957. La façon dont l'auteur décrivait ses sentiments, les insécurités et l'intensité de la brève romance toucha Sophie profondément. Complètement absorbée, elle prit une autre lettre puis une autre, perdant la notion du temps tandis qu'elle plongeait dans les histoires d'amour, de désir, de peur et d'espoir de personnes qui étaient passées par ce même hôtel. Certaines lettres étaient des déclarations passionnées, d'autres des réflexions sur des amours perdus ou non partagés. Il y avait une honnêteté crue dans ces récits qui contrastait fortement avec l'artificialité de l'événement se déroulant à quelques mètres de là. Sans s'en rendre compte, Sophie commença à parler à haute voix, réfléchissant sur ses propres expériences à la lumière de ces histoires. « C'est incroyable comme nous cherchons tous la même chose, peu importe l'époque ou la classe sociale, » dit-elle au silence de la bibliothèque. « Nous voulons tous être vus, vraiment vus, par quelqu'un, non pas pour ce que nous semblons être, mais pour ce que nous sommes vraiment. » Ce que Sophie ignorait, c'est que ses pensées n'étaient pas partagées uniquement avec les murs de la bibliothèque. À la porte entr'ouverte, une silhouette observait en silence, captivée non seulement par les mots qu'elle entendait, mais par l'authenticité avec laquelle ils étaient prononcés, quelque chose qu'il n'avait pas expérimenté depuis longtemps dans son monde d'apparence et d'attente sociale. Thomas Beaumont-Lefèvre s'était éloigné du salon principal après avoir remarqué l'absence de la jeune femme en robe bleu marine
qui avait attiré son attention depuis le début de la soirée. Non pas pour son glamour ou sa beauté exceptionnelle, mais pour quelque chose qu'il trouvait rarement dans ses cercles sociaux, un regard qui observait au-delà des apparences. Pendant des années, il avait construit un empire technologique et une réputation impeccable. Mais paradoxalement, plus il obtenait de succès, plus il se sentait éloigné des connexions authentiques qu'il valorisait tant en théorie. Marchant dans les couloirs de l'hôtel qu'il connaissait si bien, ayant organisé d'innombrables événements caritatifs ici, Thomas réfléchissait à la dynamique qu'il avait proposée. L'idée des histoires d'amour était née après une conversation avec sa thérapeute, qu'il avait mis au défi de trouver des moyens de créer des environnements où les gens pourraient se montrer plus authentiques. Cependant, en observant les invités, il avait réalisé que son initiative avait été reçue davantage comme une nouvelle forme de divertissement social que comme une opportunité de réflexion. Ses pas l'avaient mené instinctivement à la bibliothèque, son refuge habituel quand il avait besoin d'échapper à sa propre fête, sans quitter les lieux. La porte entr'ouverte et le son doux d'une voix féminine le surprirent. Il s'arrêta, ne voulant pas interrompre, et écouta les réflexions sincères de la femme qu'il avait remarquées auparavant. « Et peut-être que le problème est exactement celui-là, » disait Sophie, sans encore remarquer sa présence. « Nous créons tant de couches pour nous protéger que nous oublions qui nous sommes en dessous. » Comme ces lettres le montrent, l'amour véritable ne se produit pas entre des personnages, mais entre des personnes. Elle tenait une lettre particulièrement ancienne, au bord usé par des décennies de manipulation. Cette femme a compris ce que beaucoup d'entre nous oublions. Elle écrit « Je ne suis pas tombée amoureuse de ce que tu représentes, mais des silences entre tes mots, de la façon dont tes yeux cherchent l'horizon quand tu parles de l'avenir, du courage d'admettre tes doutes quand le monde attend des certitudes. » Thomas sentit un nœud dans la gorge. Ces mots semblaient s'adresser à lui, un homme entouré de personnes qui admiraient ce qu'il représentait, non qui il était réellement. Il décida d'entrer. « Pardonnez mon intrusion, » dit-il, faisant sursauter Sophie qui faillit faire tomber la boîte de lettres. « Monsieur Beaumont-Lefebvre » s'exclama-t-elle embarrassée, se levant rapidement. « Je ne devrais pas fouiller là-dedans. Je vous prie de m'excuser. »« Je vous en prie, soyez à l'aise, » répondit-il, avec un sourire qui, pour la première fois de la soirée, semblait sincère. « Et vous pouvez m'appeler Thomas. Ces lettres font partie d'un projet que j'ai initié il y a quelques années. Les personnes qui ont vécu des moments significatifs ici à l'hôtel sont invitées à enregistrer leurs expériences. C'est une idée merveilleuse, » dit Sophie, se remettant de sa surprise initiale. Un témoignage de la permanence des sentiments humains au milieu de l'impermanence de tout le reste. Thomas l'observa avec curiosité. « Vous ne semblez pas être le genre de personne qui fréquente régulièrement ces événements. » « Et je ne le suis pas, » confirma-t-elle avec un sourire timide. « Je suis professeur de littérature dans une école municipale à Montmartre. Je suis ici comme assistante de mon cousin photographe. » « Littérature ?» Les yeux de Thomas s'illuminèrent. « Alors vous comprenez le pouvoir des mots pour révéler qui nous sommes vraiment. » « Ou pour cacher, » contra Sophie. « Cela dépend de comment nous les utilisons. » Un silence confortable s'établit entre eux, comme si tous deux reconnaissaient en l'autre quelqu'un qui comprenait la solitude au milieu de la foule. « Pourquoi vous êtes-vous éloigné de la dynamique ?» demanda finalement Thomas, s'approchant et observant les lettres éparpillées sur la table. Sophie hésita, partagée entre la sincérité et la crainte d'offenser son hôte. Elle opta pour la vérité. « J'ai senti que n'importe quelle histoire que je partagerais semblerait insignifiante comparée aux expériences grandioses qui seraient probablement narrées par vos invités. Ma vie est ordinaire. » Thomas rit, un son étonnamment chaleureux. « Savez-vous ce qui est ironique? J'ai organisé cette dynamique précisément parce que je suis fatigué de l'extraordinaire fabriqué. J'aspirais à des histoires réelles, même simples. » Il s'assit dans le fauteuil à côté d'elle, abandonnant momentanément sa posture d'entrepreneur accompli. « Qu'avez-vous découvert dans ces lettres qui vous a tant touché ?» Sophie respira profondément, réfléchissant soigneusement avant de répondre. « La vulnérabilité. Toutes ces personnes, indépendamment de qui elles étaient, ont osé se montrer vulnérables dans leurs mots. Quelque chose que nous nous permettons rarement, surtout dans des environnements comme celui de votre événement. » Les paroles de Sophie atteignirent Thomas avec la force d'une révélation. Derrière le discours sur les connexions authentiques qu'il avait prononcé plus tôt, il y avait un homme qui, depuis des années, évitait sa propre vulnérabilité. « Accepteriez-vous de partager une de ces histoires avec moi ?» demanda-t-il,
se surprenant lui-même par cette demande. Sophie sourit et prit une des lettres qui l'avait le plus touché. Celle-ci a été écrite par une jeune femme nommée Claire en 1983. Elle est venue à Paris pour un congrès de médecine, mais ce qu'elle a trouvé allait bien au-delà des connaissances scientifiques. Sophie commença à lire, sa voix donnant vie aux mots écrits des décennies auparavant. Au fur et à mesure que l'histoire de Claire se déroulait, une jeune médecin de Provence qui était tombée amoureuse d'un collègue parisien pendant un congrès, mais qui, par insécurité, n'avait jamais révélé ses sentiments, Thomas se retrouva complètement absorbé. La lettre se terminait par une réflexion puissante sur les regrets et les opportunités perdues par peur du rejet. « Elle ne lui a jamais rien dit ?» demanda Thomas, sincèrement intéressé. « Non, selon ce qu'elle a écrit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une réponse. » Sophie montra une seconde lettre, écrite avec une calligraphie différente. Apparemment, des années plus tard, le médecin parisien s'est à nouveau logé ici, a trouvé sa lettre par hasard et a écrit sa propre version de l'histoire. Et que dit-il? Qu'il était également amoureux, mais tout aussi incertain. Il écrit « Nous passons nos vies à construire des murs de protection, seulement pour découvrir, trop tard, que nous sommes devenus prisonniers de nos propres forteresses. » Thomas sentit un frisson parcourir son échine. C'était exactement comme il se sentait. Un prisonnier de succès, d'attente et d'image publique. Croyez-vous qu'il existe encore de la place pour ce type de vulnérabilité honnête dans le monde d'aujourd'hui? Demanda-t-il, sa voix trahissant une émotion rarement démontrée. Non seulement je crois qu'il existe de la place, mais qu'elle est essentielle, répondit Sophie avec conviction. Mes élèves, des adolescents de la périphérie qui affrontent des réalités dures quotidiennement, me l'enseignent. Quand nous créons un environnement sûr pour la vulnérabilité, nous découvrons qu'elle n'est pas une faiblesse, mais la plus grande source de connexion humaine. Une idée commença à se former dans l'esprit de Thomas, un changement dans la direction de l'événement qu'il organisait, quelque chose qui pourrait transformer une soirée de superficialité en une expérience significative. « Sophie, me feriez-vous l'honneur de retourner avec moi au salon ?» demanda-t-il se levant et tendant la main. « Je crois que j'ai une nouvelle proposition pour nos invités, et j'aimerais beaucoup avoir votre opinion. » Hésitante, Sophie accepta sa main. « Je ne sais pas si j'ai beaucoup à contribuer à un événement de ce calibre, mais... » « Au contraire, » interrompit Thomas, avec un sourire sincère. « Vous êtes peut-être la seule personne dans ce salon qui comprend vraiment ce que j'essaie de créer. » Tandis qu'ils marchèrent de retour vers l'événement, Sophie se sentait à la fois nerveuse et intriguée. Le contraste entre le Thomas qu'elle avait observé sur scène, parfaitement préparé et un peu distant, et l'homme réfléchi avec qui elle avait conversé dans la bibliothèque était frappant. En arrivant à l'entrée du salon principal, ils furent interceptés par Béatrice Lambert, l'éditrice que Sophie avait rencontrée précédemment. « Thomas, nous vous attendions tous. Et je vois que vous avez trouvé notre mystérieuse invitée, » commenta Béatrice, avec un sourire qui ne cachait pas sa curiosité sur ce que la professeure de littérature pouvait avoir en commun avec l'un des entrepreneurs les plus influents du pays. « Béatrice, voici Sophie Durand, et elle vient de m'aider à redécouvrir le véritable objectif de cette soirée, » répondit Thomas, avec une confiance qui surprit Sophie. « Vraiment ?» L'éditrice haussa un sourcil parfaitement dessiné. « Et quel serait cet objectif ?» Avant que Thomas ne puisse répondre, ils furent interrompus par Rémi, qui s'approcha avec son appareil photo. « So, je te cherchais. » Les gens commencent à partager leurs histoires. Et « Oh, pardon, monsieur Beaumont-Lefebvre, je n'avais pas réalisé que vous étiez en conversation, » dit-il, remarquant trop tard avec qui sa cousine parlait. « Pas de problème, Rémi, » répondit Thomas, surprenant le photographe en connaissant son nom. « En fait, nous étions sur le point de retourner à l'événement. Votre cousine m'a donné quelques idées inspirantes. » Tandis que le quatuor se dirigeait vers le centre du salon, Sophie ne put s'empêcher de remarquer les regards curieux qu'il recevait. C'était comme si, soudainement, elle avait été transportée dans un autre monde, un dans lequel une professeure d'école publique pouvait influencer l'un des hommes les plus puissants du pays. Le brouhaha dans le salon diminua, lorsque Thomas monta à nouveau sur scène, cette fois avec une énergie différente, plus authentique et moins calculée. Sophie resta proche, observant avec un mélange d'admiration et d'appréhension. « Mes chers amis, » commença Thomas, sa voix maintenant plus chaleureuse, « je vous remercie tous d'avoir participé à la dynamique proposée. Cependant, j'ai eu une révélation ces dernières minutes que j'aimerais partager avec vous.
Le silence dans le salon était total. Tous les yeux étaient fixés sur l'entrepreneur qui, pour la première fois depuis des années, semblait véritablement présent et non pas simplement en train de jouer un rôle. Je vous ai demandé de partager des histoires d'amour, mais j'ai réalisé que nous étions peut-être simplement en train de créer une couche supplémentaire de performance sociale. Ce que je cherche vraiment, ce que je crois que nous cherchons tous, au fond, ce sont des connexions authentiques. Thomas fit une pause, ses yeux rencontrant ceux de Sophie pendant un bref instant. C'est pourquoi j'aimerais proposer quelque chose de différent, quelque chose qui nous défie à sortir de nos zones de confort. Le salon de l'hôtel Crillon retint collectivement son souffle, tandis que Thomas faisait sa pause dramatique. Sophie observait attentivement la transformation dans l'expression de l'entrepreneur, les yeux maintenant vivants, avec un objectif authentique, les épaules moins tendues, les mains qui gesticulaient avec naturel au lieu des mouvements étudiés d'avant. « J'invite chacun d'entre vous à écrire une lettre », continua Thomas, sa voix résonnant dans le salon silencieux. « Non pas pour quelqu'un que vous connaissez, mais pour un inconnu dans cette salle. Une lettre qui révèle non pas vos réussites ou votre statut, mais vos doutes, vos peurs, vos espoirs les plus sincères. » Un murmure parcourut l'assemblée. Béatrice, à côté de Sophie, arqua les sourcils, surprise. Ensuite, nous plierons ces lettres et les placerons dans une urne. Chaque personne retirera une lettre au hasard et cherchera au cours de la soirée à trouver son auteur à travers les indices laissés dans le texte. Lorsque vous pensez l'avoir trouvé, vous partagerez un moment de conversation véritable, sans masques sociaux. La proposition était audacieuse pour un événement où la majorité des présents étaient habitués à maintenir soigneusement leur vie privée loin des projecteurs. Cependant, il y avait quelque chose dans le ton de Thomas, une sincérité rarement vue qui créa une atmosphère de curiosité. « Et pour commencer, continua-t-il, j'aimerais présenter quelqu'un qui m'a inspiré à repenser le but de cette soirée. Sophie Durand, une professeure de littérature qui m'a rappelé le pouvoir transformateur des mots honnêtes. » Les regards de la foule se tournèrent vers Sophie, qui sentit son visage s'échauffer. Elle n'était pas préparée à être mise sous les projecteurs. Thomas tendit la main, l'invitant à monter sur scène. Après un moment d'hésitation, elle accepta, sentant le poids des regards tandis qu'elle montait les quelques marches. « Sophie, pourriez-vous partager un peu de ce que vous avez découvert dans la bibliothèque ?» demanda Thomas avec un sourire encourageant. Devant le microphone, Sophie sentit la panique initiale céder la place à un étrange calme. Après tout, elle était habituée à parler devant des classes remplies d'adolescents, un public souvent plus intimidant que des adultes de la haute société. « J'ai trouvé une collection de lettres, » commença-t-elle, écrites par des personnes qui sont passées par cet hôtel au fil des décennies. Ce qui m'a profondément touché, c'est de réaliser comment, malgré les énormes différences sociales, culturelles et temporelles, tous exprimaient les mêmes désirs fondamentaux. Être vu, être compris, se connecter authentiquement avec un autre être humain. Sa voix gagnait en force à mesure qu'elle parlait, propulsée par la passion qu'elle ressentait pour le pouvoir des mots. À une époque où nous communiquons constamment à travers des écrans, peut-être avons-nous perdu l'art de la vulnérabilité authentique. Ces lettres m'ont rappelé que nos insécurités, nos peurs et nos espoirs sont ce qui nous rend humains et sont le pont le plus solide que nous puissions construire vers l'autre. Un silence respectueux s'empara du salon. Même ceux qui semblaient initialement sceptiques étaient maintenant attentifs aux paroles de la professeure inconnue. « Alors, » conclut Sophie, « peut-être que la proposition de M. Beaumont-Lefebvre est une opportunité de redécouvrir cette connexion. De rappeler que sous les robes de créateurs et les costumes italiens, nous sommes tous également complexes, également fragiles, également humains. » Quand elle termina, un applaudissement spontané et chaleureux remplit l'environnement. Thomas, visiblement ému, remercia Sophie avant de reprendre la parole. Inspiré par les paroles de Sophie, commençons notre expérience. Sur chaque table, vous trouverez du papier et un stylo. Prenez le temps nécessaire pour écrire votre lettre à l'inconnu. Ne vous inquiétez pas des formalités ou de l'éloquence, soyez simplement vrai. Tandis que les serveurs distribuaient le matériel nécessaire, Sophie descendit de la scène, se sentant encore légèrement étourdie par l'expérience. Béatrice l'attendait avec une expression de respect sincère. « Impressionnant », commenta l'éditrice. « Je n'ai jamais vu Thomas Beaumont-Lefebvre aussi authentique. Que s'est-il exactement passé dans cette bibliothèque ?» Sophie sourit discrètement. « Je crois que nous nous sommes simplement reconnus comme des personnes réelles derrière les rôles que nous jouons. » À la table qui leur était désignée,
Sophie fixait le papier blanc, réfléchissant à ce qu'elle partagerait. Autour d'elle, les invités semblaient également pensifs. Certains écrivant rapidement, d'autres contemplant le papier avec des expressions de doute. « Qu'allez-vous écrire » demanda Béatrice, qui semblait véritablement intriguée par la dynamique. « Je ne sais pas encore », admit Sophie. « C'est difficile de décider quelle partie de nous-mêmes nous sommes prêts à révéler. C'est exactement pour cela que cette dynamique est brillante, » répondit Béatrice, surprenant Sophie. « Vous savez, en tant qu'éditrice d'un magazine de célébrités, j'ai passé des années à publier des versions soigneusement construites des personnes. Cette soirée est rafraîchissante. » Dans une autre partie du salon, Thomas observait la scène qu'il avait créée. L'événement qu'il avait initialement planifié comme une obligation sociale de plus se transformait en quelque chose de significatif. Son regard croisa brièvement celui de Sophie et il sentit une connexion qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. La sensation d'être vu au-delà de la surface. Raphaël Moreau, un écrivain renommé de littérature contemporaine qui assistait à l'événement pour promouvoir son nouveau livre, s'approcha de Thomas. « Je dois admettre que j'étais sur le point d'inventer une excuse pour partir plus tôt, » commenta Raphaël, avec un sourire franc. « Mais votre changement de cap m'a intrigué. C'est presque comme si nous vivions une expérience sociale en temps réel. Et n'est-ce pas ce que la littérature fait constamment ?» répondit Thomas. « Créer des espaces sûrs pour explorer les aspects les plus complexes de l'expérience humaine ?» Raphaël étudia l'entrepreneur avec un intérêt renouvelé. « Vous me surprenez, Beaumont-le-Fèvre. Je vous ai toujours considéré comme un homme de chiffres, pas de mots. Peut-être que je redécouvre des parties de moi-même qui sont restées endormies trop longtemps, » admit Thomas, son regard se tournant inconsciemment vers la table où Sophie écrivait sa lettre. Raphaël suivit son regard et sourit discrètement. La professeure de littérature. Je comprends maintenant l'inspiration pour ce virage poétique dans l'événement. Thomas ne confirma ni ne nia, mais sentit une chaleur inhabituelle au visage. Il s'éloigna pour continuer à circuler entre les tables, offrant des mots d'encouragement aux invités qui semblaient hésitants. À la table de Sophie, les mots coulaient enfin. Elle écrivait sur la sensation de vivre entre deux mondes, celui de la littérature, où tout était possible, et celui de la réalité quotidienne de l'école publique où elle enseignait. Sur la façon dont elle cherchait à insuffler à ses élèves de la périphérie le même amour des mots qui l'avait sauvé tant de fois. Sur comment, parfois, elle se sentait invisible dans une société qui valorisait rarement l'éducation au-delà du discours. « Je cherche des connexions qui transcendent les attentes sociales », écrivit-elle. « Quelqu'un qui comprenne que la vraie richesse réside dans les histoires que nous construisons, dans les vies que nous touchons, dans les mots que nous partageons quand nous osons être vrais. » En terminant, elle plia soigneusement la lettre, sans signer. L'anonymat était une partie essentielle de l'expérience, permettre aux mots de parler d'eux-mêmes, sans le poids des préjugés basés sur qui les avait écrits. Béatrice, qui avait terminé sa lettre quelques minutes avant, observait Sophie avec curiosité. « Vous savez ce qui m'impressionne le plus ? Comment une dynamique apparemment simple transforme l'ambiance. Regardez autour de vous. » Sophie obéit et remarqua le changement subtil dans l'atmosphère du salon. Les conversations semblaient plus basses, plus intimes, les sourires moins répétés. Il y avait une qualité différente dans l'air, une authenticité croissante qui contrastait avec l'artificialité initiale. Rémi, qui circulait en photographiant l'événement, s'arrêta brièvement à leur table. « So, c'est incroyable! Les photos capturent quelque chose de vraiment unique. Je n'ai jamais vu des expressions aussi sincères dans un événement comme celui-ci. Et le plus surprenant, ajouta Béatrice, c'est que normalement, ces personnes perdent des fortunes pour cacher leurs véritables émotions des caméras. Des serveurs passaient maintenant avec des urnes en cristal, recueillant les lettres pliées. Sophie déposa la sienne, ressentant une étrange combinaison d'appréhension et de soulagement. C'était comme envoyer une partie de son âme vers l'inconnu, effrayant, mais aussi libérateur. Lorsque toutes les lettres furent recueillies, mélangées et redistribuées, le salon entra dans une nouvelle phase. Les invités lisaient attentivement les messages reçus, certains avec des expressions de surprise, d'autres visiblement émus. Sophie déplia la lettre qu'elle avait reçue et sentit un frisson en lisant les premières lignes. « J'ai construit un empire technologique qui connecte des personnes dans le monde entier, mais je me sens souvent comme l'homme le plus déconnecté de la planète. Chaque conquête, chaque titre de journal économique,
Chaque nouveau milliard dans le patrimoine semble augmenter la distance entre qui je suis et qui les gens croient que je suis. Le texte continuait avec une honnêteté crue sur la solitude au milieu du succès, la quête de connexions authentiques et la peur que personne ne s'intéresse jamais à l'homme derrière l'entrepreneur. Il n'y avait pas de nom, mais Sophie sentit qu'elle connaissait l'auteur. La même mélancolie qu'elle avait détectée dans les yeux de Thomas pendant son discours initial était imprimée dans chaque mot de cette lettre. Béatrice, qui lisait sa propre lettre reçue, laissa échapper une exclamation surprise. « Mon Dieu, celui qui a écrit ceci comprend exactement comment je me sens. » C'est comme s'il avait lu mes pensées les plus privées. « C'est la magie des mots honnêtes, » répondit Sophie, encore absorbée par la lettre qu'elle tenait. « Il crée des ponts entre des mondes apparemment distants. » Dans tout le salon, les gens commençaient à circuler, observant attentivement les autres invités, cherchant des indices sur qui pourrait avoir écrit la lettre qu'ils avaient en main. Certains entamaient des conversations tentatives, d'autres observaient simplement, cherchant dans les regards et les gestes des présents une connexion avec les mots qu'ils avaient lus. Raphaël Moreau, l'écrivain, s'approcha de la table de Sophie et Béatrice. « Mesdames, puis-je me joindre à vous ? Je cherche quelqu'un qui écrit avec la précision émotionnelle de celui qui connaît bien l'âme humaine. »« Bien sûr, » répondit Béatrice, indiquant une chaise vide. Raphaël regarda directement Sophie. « Vous êtes professeur de littérature, n'est-ce pas ? La lettre que j'ai reçue parle de vivre entre le monde des livres et le monde réel, de croire au pouvoir transformateur des mots. » Sophie sentit son visage s'échauffer en réalisant que sa lettre était arrivée dans les mains de l'un des écrivains les plus célèbres du pays. Pendant un moment, elle hésita entre admettre son auteur ou maintenir le mystère un peu plus longtemps. « Il semble que vous ayez trouvé quelqu'un qui valorise profondément la littérature, » répondit-elle diplomatiquement. Raphaël sourit, ses yeux perspicaces étudiant la réaction de Sophie. « En fait, j'ai trouvé plus que cela. J'ai trouvé une âme qui comprend le véritable but des mots. Pas seulement communiquer, mais connecter. » Il plaça la lettre sur la table, permettant à Sophie de reconnaître sa propre écriture. Il y a un passage particulièrement touchant. « Puis-je » Recevant l'assentiment de Sophie, Raphaël lut à haute voix « Parfois, je me demande si les histoires que je partage avec mes élèves sont juste une échappatoire de la réalité ou une façon de la rendre plus supportable. Peut-être les deux. La littérature nous offre des mondes alternatifs, non pas pour fuir le nôtre, mais pour y retourner avec des yeux renouvelés. » Béatrice observait l'interaction avec intérêt, tandis que Sophie ressentait un mélange de fierté et de vulnérabilité en entendant ces mots dans la voix d'un auteur qu'elle admirait. « C'est une perspective profonde, » continua Raphaël, « et rare à une époque où la superficialité semble régner. Je dois admettre que j'ai été ému en lisant votre lettre, professeur. » « Sophie Durand, » compléta-t-elle, admettant finalement l'auteur. « Je suis professeur à l'école municipale Victor Hugo, à Montmartre. »« Eh bien, Sophie Durand, » dit Raphaël avec un sourire sincère, « vos élèves ont beaucoup de chance. Peu comprennent aussi bien le pouvoir transformateur de la littérature que vous. » Pendant ce temps, de l'autre côté du salon, Thomas recevait sa propre lettre et la lisait avec une émotion croissante. C'était un récit sur les pressions de travailler dans un environnement hautement compétitif de médias, où l'apparence de succès masquait souvent des insécurités profondes. L'auteur, Thomas était presque certain qu'il s'agissait d'une femme, décrivait comment elle se sentait divisée entre préserver son intégrité journalistique et répondre aux attentes commerciales du magazine qu'elle éditait. Ses yeux parcoururent le salon jusqu'à trouver Béatrice, l'éditrice de Style & Pouvoir, conversant avec animation avec Sophie et Raphaël. Avec la lettre en main, il marcha vers le trio. « Pardonnez l'interruption, » dit Thomas en s'approchant. « Béatrice, je crois que cette lettre est la vôtre. » L'éditrice le regarda avec surprise, prenant le papier qu'il lui tendait. Ses yeux parcoururent rapidement le texte, et une légère rougeur colora ses joues. « Comment avez-vous su ?» demanda-t-elle, clairement impressionnée. « La référence au dilemme entre intégrité éditoriale et pression commerciale, » répondit Thomas. « Et la phrase sur vivre entre le glamour que je dépeins et la simplicité à laquelle j'aspire secrètement semblait très révélatrice. » Béatrice acquiesça, admirative de la perspicacité de Thomas. « Vous êtes plus observateur que je ne l'imaginais. Ou peut-être que je reconnais simplement des dilemmes similaires aux miens, » admit-il, tirant une chaise pour se joindre au groupe. Son regard rencontra brièvement celui de Sophie avant de remarquer la lettre ouverte devant elle.
Il semble que vous ayez également trouvé votre correspondant. Oui, confirma Sophie, avec un sourire discret. Raphaël a reconnu ma lettre par la perspective sur la littérature. Et vous? Demanda Thomas avec une curiosité sincère. Avez-vous trouvé qui a écrit la vôtre? Sophie hésita, ses yeux fixés sur ceux de Thomas. J'ai mes soupçons, répondit-elle finalement. Quelqu'un qui a construit un empire technologique, mais se sent déconnecté du monde qu'il a aidé à connecter. Un silence significatif plana entre eux. Thomas ne confirma pas verbalement, mais son regard révélait tout. Raphaël et Béatrice échangèrent des regards complices, percevant la connexion qui se formait sous leurs yeux. « Savez-vous ce qui est fascinant dans cette dynamique ?» commenta Raphaël, brisant le moment. « Comment les mots, lorsqu'ils sont libres de nos personnages sociaux, révèlent les véritables affinités entre les âmes. »« C'est vrai, » acquiesça Béatrice. « Je travaille depuis des années à interviewer des célébrités et des puissants, mais j'ai rarement accès à ce niveau d'honnêteté. » Autour d'eux, le salon de l'hôtel Crillon s'était transformé. Ce qui était auparavant un événement social rigide et prévisible pulsait maintenant avec une énergie différente. Les invités conversaient en petits groupes, certains avec des larmes aux yeux, d'autres riant avec une spontanéité rarement vue dans des événements de ce type. La dynamique des lettres avait créé un espace sûr pour des vulnérabilités partagées, abattant temporairement les barrières sociales si soigneusement construites. « Je crois que nous venons d'assister à une petite révolution sociale », observa Raphaël, indiquant l'environnement transformé. « Thomas, vous avez accompli quelque chose de remarquable ici. »« Le mérite n'est pas entièrement le mien », répondit l'entrepreneur, son regard se tournant vers Sophie. « Il fallait quelqu'un qui voit au-delà de la surface pour me rappeler ce qui compte vraiment. » La conversation coulait naturellement entre les quatre, comme s'ils étaient de vieux amis réunis après une longue séparation. Béatrice partagea ses frustrations concernant la direction commerciale que son magazine prenait, s'éloignant de plus en plus du journalisme de qualité qu'elle rêvait de produire. Raphaël parla de la solitude du processus créatif et comment, malgré le succès littéraire, il questionnait souvent l'impact réel de ses mots sur le monde. Thomas s'ouvrit sur la pression constante de maintenir l'image d'entrepreneur infaillible, tandis que Sophie décrivait les défis et les joies d'enseigner la littérature dans une école aux ressources limitées. « Que pensez-vous de transformer cette expérience en quelque chose de plus permanent ?» demanda soudainement Raphaël, regardant Sophie. « Vos réflexions sur le pouvoir des mots et les connexions authentiques m'ont inspiré. Ce serait intéressant d'explorer cela dans un livre. » Sophie le regarda incrédule. « Un livre? Avec moi ?»« Une collaboration, » expliqua Raphaël. « Quelque chose qui combine mon expérience de romancier avec votre vision d'éducatrice. Un livre sur la façon dont les histoires nous connectent, nous transforment, nous révèlent. »« Je ne sais pas quoi dire, » répondit Sophie, sincèrement surprise par la proposition. « Dites oui, » encouragea Béatrice, « et permettez-moi de publier des extraits du processus dans mon magazine. Ce serait exactement le type de contenu significatif que j'essaie d'inclure entre les pages de célébrités et de mode. » Thomas observait l'interaction avec un sourire, enchanté par l'enthousiasme croissant sur le visage de Sophie. « Cela pourrait être plus qu'un livre, » suggéra-t-il presque timidement. « Je réfléchis à créer une fondation pour promouvoir l'éducation à travers de nouvelles approches. Quelque chose qui aille au-delà des donations financières et qui impacte réellement la façon dont les gens se connectent à travers la connaissance. » Les trois le regardèrent avec un intérêt renouvelé. « J'imagine un programme qui utilise la littérature comme pont entre différentes réalités sociales, » continua-t-il, gagnant en confiance en voyant l'éclat dans les yeux de Sophie. « Connectant des écoles publiques comme la vôtre, avec des ressources et des mentors, créant des espaces pour des dialogues authentiques comme celui que nous avons maintenant. »« Ce serait transformateur, » répondit Sophie, émue par cette possibilité. Le quatuor passa l'heure suivante à discuter des possibilités, les idées coulant naturellement entre eux. Ce qui avait commencé comme une dynamique sociale se transformait en quelque chose de bien plus grand, un projet collaboratif qui pourrait impacter positivement de nombreuses vies. Pendant qu'ils conversaient, le photographe Rémi s'approcha, capturant discrètement ce moment de connexion authentique. « Sophie !» appela-t-il, montrant l'écran de l'appareil. « Regarde cette photo. Je crois que j'ai capturé l'essence de l'événement. » L'image montrait les quatre dans un moment de rire spontané, chaque visage illuminé par une joie authentique qui contrastait fortement avec les poses étudiées du début de la soirée. « Elle est parfaite, »
commenta Sophie, admirant le naturel de la scène. Puis-je l'utiliser comme couverture pour l'article sur l'événement? Demanda Béatrice, également impressionnée. Ce serait un changement rafraîchissant par rapport aux photos posées que nous publions habituellement. L'approbation fut unanime, symbolisant la transformation que tous expérimentaient, la volonté de se montrer réel, imparfait, humain. À mesure que la soirée avançait, Thomas demanda l'attention de tous les invités une fois de plus. Montant sur scène, maintenant accompagné par Sophie, Raphaël et Béatrice, il semblait complètement différent de l'homme qui avait initié l'événement, plus détendu, plus authentique, plus vivant. « Mes amis », commença-t-il, sa voix chargée d'émotions sincères, « quand j'ai planifié cet événement, j'imaginais une soirée conventionnelle de networking et de collecte de fonds. Ce que nous expérimentons maintenant est quelque chose de bien plus précieux. » Le salon entier écoutait attentivement, le silence chargé d'attente. Ce soir, j'ai redécouvert quelque chose que j'avais perdu au milieu des pressions du succès, le pouvoir transformateur des connexions authentiques. Et j'aimerais annoncer que, inspiré par l'expérience que nous avons partagée, je crée la fondation Mots qui relient. Un murmure d'approbation parcourut l'assemblée. Cette fondation aura pour objectif d'utiliser la littérature comme outil de transformation sociale, créant des ponts entre différentes réalités et promouvant des dialogues authentiques qui transcendent les barrières économiques et sociales. Thomas fit une pause, regardant Sophie avec un sourire chaleureux avant de continuer. Et j'ai le plaisir d'annoncer que la professeure Sophie Durand, dont la sagesse a inspiré cette initiative, sera la directrice pédagogique du projet. Avec l'écrivain Raphaël Moreau, qui développera du contenu exclusif, et la journaliste Béatrice Lambert, qui nous aidera à amplifier ce message, je crois que nous pouvons créer quelque chose de véritablement significatif. Les applaudissements furent enthousiastes et sincères, pas le type d'approbation polie commune dans les événements sociaux, mais une célébration authentique d'une idée qui touchait quelque chose de profond en chacun des présents. Sophie, émue et un peu étourdie par la rapidité des événements, se retrouva au centre d'une transformation qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quand elle avait accepté à contre-cœur l'invitation de Rémi pour l'événement. Après l'annonce, alors que les invités commençaient à se disperser, Thomas trouva un moment pour parler seul à seul avec Sophie. « J'espère ne pas avoir été précipité avec l'annonce, » dit-il avec une sincérité désarmante. « Mais quelque chose me dit que ce n'est que le début d'un partenariat qui peut changer beaucoup de vies. »« Y compris les nôtres, » répondit Sophie, se surprenant elle-même par son audace. Le regard qu'ils échangèrent contenait des promesses non verbalisées, d'honnêteté, de connexion, de possibilités qui transcendaient l'événement de cette nuit. 3 semaines après l'événement à l'hôtel Crillon, Sophie marchait dans les couloirs de l'école municipale Victor Hugo avec une énergie renouvelée. Le bourdonnement des adolescents pendant la récréation emplissait l'air, mais son esprit traitait encore la transformation que sa vie avait subie depuis cette nuit-là. « Professeur Sophie, est-ce vrai que vous allez travailler avec Thomas Beaumont-Lefebvre » demanda Julie, une élève de 3e, s'approchant avec des yeux curieux. La nouvelle du partenariat s'était répandue rapidement après la publication d'un article dans le magazine de Béatrice, illustré par la photo spontanée que Rémi avait capturée. « Oui, Julie » répondit Sophie, souriant en voyant le petit groupe d'élèves qui se formait autour d'elle. « Nous développons un projet éducatif qui, d'ailleurs, pourrait impliquer notre école. Et cet écrivain célèbre aussi. »« Raphaël Moreau » insista David, un jeune qui, malgré les difficultés socio-économiques, nourrissait des rêves de devenir écrivain. « Exactement. En fait, Sophie fit une pause dramatique, sachant l'impact que ses prochains mots auraient. Il viendra dans notre école la semaine prochaine pour un atelier d'écriture créative. L'explosion d'enthousiasme fut immédiate. Des élèves qui montraient habituellement de l'indifférence envers les activités scolaires bombardèrent maintenant Sophie de questions sur le projet, l'écrivain et les opportunités qui pourraient surgir. « Et c'est vrai que nous pourrons publier nos histoires ?» demanda Marine, une adolescente timide dont les textes impressionnaient toujours Sophie. « C'est le plan. La Fondation développe une plateforme numérique où les jeunes écrivains d'écoles publiques pourront partager leurs œuvres. Les meilleurs seront sélectionnés pour une anthologie physique qui sera distribuée dans les bibliothèques de tout le pays. » Tout en expliquant les détails du projet, Sophie observait les visages devant elle s'illuminer avec des possibilités qui, jusqu'à récemment, semblaient inaccessibles pour beaucoup d'entre eux.
C'était exactement cette transformation qui l'avait motivé à accepter l'invitation de Thomas. « Professeur », appela Charles, un élève qui affrontait de sérieux problèmes familiaux, « cela signifie que des personnes importantes vont lire ce que nous écrivons, vont connaître nos histoires. » La question, dans sa simplicité, capturait l'essence du projet. Créer des ponts entre des mondes qui se rencontraient rarement, utilisant la littérature comme véhicule. Oui, Charles. Et plus important encore, elles reconnaîtront la valeur de ces histoires. La sonnerie annonça la fin de la récréation, dispersant les élèves qui s'éloignèrent en discutant avec animation des nouvelles. Sophie se dirigea vers la salle des professeurs, où elle trouva sa collègue et amie Denise, professeure d'histoire. « On dirait que tu es devenue une célébrité du jour au lendemain », commenta Denise, montrant l'édition la plus récente de Style & Pouvoir. La couverture présentait la photo du quatuor à l'hôtel Crillon, avec le titre « Révolution littéraire. Comment une rencontre inattendue transforme l'éducation française ». Sophie prit le magazine, encore mal à l'aise avec la soudaine exposition, mais reconnaissant son importance, pour donner de la visibilité au projet. « Béatrice a fait un travail incroyable », commenta-t-elle, feuilletant les pages jusqu'au reportage principal. Elle a réussi à transformer un article sur un événement de bienfaisance en une discussion sérieuse sur l'inégalité éducative et le rôle de la littérature. « Et ce Raphaël Moreau, aussi charmant qu'il le paraît sur les photos ?» provoqua Denise avec un sourire malicieux. « C'est un professionnel talentueux et engagé », répondit Sophie, évitant la provocation. « Mais entre nous, celui qui m'a vraiment surprise, c'est Thomas. J'imagine, ce n'est pas tous les jours qu'un milliardaire de la technologie s'éprend d'une professeure du réseau municipal, commenta Denise, riant de l'expression gênée de Sophie. « Je plaisante, mais sérieusement, So, je suis fier de toi. J'ai toujours su que ton travail méritait d'être reconnu. » Le téléphone portable de Sophie vibra avec un message de Thomas. « Réunion avec la secrétaire à l'éducation confirmée pour demain. Pouvons-nous nous retrouver au café de la librairie Shakespeare à 15h pour aligner les détails ?» Ces derniers jours, les messages entre eux étaient devenus plus fréquents et personnels. Ce qui avait commencé comme un partenariat professionnel évoluait lentement vers quelque chose de plus, encore indéfini, mais indéniablement significatif pour les deux. « Dois-je me préparer à perdre ma meilleure professeure pour le secteur privé ?» demanda le directeur Paul, entrant dans la salle des professeurs avec une expression à la fois fière et inquiète. « En aucune façon, » répondit sincèrement Sophie. « L'école publique est l'endroit où je peux faire une réelle différence. La fondation sera un complément, pas un substitut. » Le directeur acquiesça, visiblement soulagé. « Je suis heureux de l'entendre et sincèrement impressionné par ce que tu as accompli. Ce n'est pas tous les jours que nous parvenons à attirer ce type d'attention sur les besoins de l'éducation publique. » « En fait, » répondit Sophie, « je pense que c'est justement ma passion pour l'éducation publique qui a attiré l'attention de Thomas. Il semblait fasciné par l'idée de quelqu'un qui croit vraiment au pouvoir transformateur des mots, même dans des contextes difficiles. » Tout en poursuivant sa routine scolaire, Sophie réfléchissait à combien sa vie avait radicalement changé en si peu de temps. La professeure, qui s'était toujours sentie invisible aux yeux de la société, était maintenant consultée sur des politiques éducatives, interviewée par des journalistes et invitée à des événements culturels. En fin d'après-midi, après ses cours, Sophie retrouva Raphaël à la cafétéria d'une librairie à Saint-Germain-des-Prés pour discuter de l'avancement du livre qu'ils écrivaient ensemble. Intitulé provisoirement « Mots qui relient, la littérature comme pont entre les mondes », l'ouvrage mélangeait réflexions théoriques sur l'éducation avec des expériences pratiques et des histoires réelles de transformation à travers la lecture. « J'ai apporté le chapitre révisé, » dit Raphaël, remettant quelques feuilles imprimées. « J'ai incorporé tes observations sur la démocratisation de l'accès à la littérature. Ta perspective apporte exactement l'équilibre dont le texte avait besoin, moins théorique, plus connecté à la réalité des écoles. » Sophie examina les pages, impressionnée par la fluidité avec laquelle ses idées avaient été incorporées au texte du célèbre auteur. Le partenariat littéraire, initialement intimidant, était devenu une collaboration authentique où les deux voix étaient également valorisées. « Que penses-tu d'inclure quelques récits de tes élèves dans le prochain chapitre ?» suggéra Raphaël. « Des histoires réelles sur comment la littérature a impacté leur vie, leur perspective sur l'avenir. » « Ce serait parfait, » acquiesça Sophie, enthousiaste. « J'ai quelques textes qu'ils ont produits dans un projet sur les mémoires littéraires qui seraient idéaux. »
La conversation coulait naturellement entre sujets professionnels et personnels. Raphaël, divorcé depuis 3 ans, partagea comment le processus d'écriture du livre ravivait sa passion pour la littérature après une période de blocage créatif. Sophie, quant à elle, parla des défis d'équilibrer son travail à l'école avec les nouvelles responsabilités à la Fondation. « Et comment vont les choses avec Thomas ?» demanda Raphaël avec un sourire perspicace. « Béatrice m'a dit que vous vous rencontrez régulièrement en dehors des réunions officielles de la Fondation. » Sophie sentit son visage chauffer. « Nous apprenons à mieux nous connaître. C'est compliqué. Nous venons de mondes si différents. »« Différents mais pas incompatibles, » observa Raphaël. « Tu sais ce que j'ai remarqué cette nuit à l'hôtel Crillon? Toi et Thomas êtes des idéalistes déguisés en pragmatiques. Vous exprimez simplement cet idéalisme de façon différente. » L'observation était perspicace et fit réfléchir Sophie. En effet, sous la surface de l'entrepreneur accompli, Thomas révélait de plus en plus un profond désir de créer un impact social significatif. Et elle, malgré son dévouement pratique à la salle de classe, avait toujours été motivée par des idéaux presque romantiques sur le pouvoir transformateur de la littérature. « Peut-être as-tu raison, admit-elle, mais je m'adapte encore à cette nouvelle réalité. Il y a 3 semaines, j'étais juste une professeure anonyme. Maintenant, je suis impliquée dans un projet national, j'écris un livre avec toi et, eh bien, je fais la connaissance de quelqu'un qui apparaît régulièrement sur la liste des personnes les plus influentes du pays. Et tu gères très bien tout cela, assura Raphaël. Thomas a mentionné combien ta présence maintient le projet les pieds sur terre, évitant qu'il ne devienne juste une initiative philanthropique déconnectée de la réalité des écoles. Pendant qu'ils conversaient, Sophie remarqua Béatrice entrant dans la librairie, accompagnée par une jeune femme qui semblait être son assistante. L'éditrice les aperçut et s'approcha avec son sourire caractéristiquement confiant. « Quelle coïncidence de vous trouver ici » commenta-t-elle, bien que son ton suggère que la coïncidence ait été planifiée. « J'organise un événement de lancement spécial pour l'édition qui présente l'article sur la Fondation. J'ai pensé à quelque chose au Centre Pompidou, avec une table ronde sur la littérature et la transformation sociale. »« Ça semble intéressant, » répondit Raphaël. « Plus qu'intéressant, ce sera stratégique, » continua Béatrice, s'asseyant sans attendre d'invitation. « J'ai réussi à confirmer la présence de 2 secrétaires départementaux à l'éducation et de représentants de 5 des plus grandes maisons d'édition du pays. C'est l'opportunité parfaite pour élargir la portée du projet. » La capacité de Béatrice à transformer les connexions sociales en opportunités concrètes était impressionnante. En quelques semaines, elle avait repositionné son magazine, traditionnellement axé sur les célébrités et le luxe, comme une plateforme pour des discussions sur l'éducation et la culture. « Thomas a déjà confirmé sa présence », ajouta Béatrice, avec un regard significatif pour Sophie. « D'ailleurs, il semble très impliqué dans le projet. Et peut-être quelque chose de plus ?» Sophie choisit d'ignorer l'insinuation, se concentrant sur les aspects pratiques de l'événement proposé. Ce serait intéressant d'inclure quelques élèves du réseau public à la table. Donner une voix à ceux qui sont rarement entendus dans ces espaces. « Excellente idée », acquiesça Béatrice prenant des notes. « L'authenticité est ce qui différencie ce projet. » Et en parlant d'authenticité, l'impact de l'article a dépassé toutes les attentes. Nous avons eu 2 fois plus de répercussions sur les réseaux sociaux par rapport à nos couvertures avec des célébrités. Tandis qu'ils discutaient des détails de l'événement, le téléphone portable de Sophie vibra à nouveau. C'était un autre message de Thomas. « Je sors d'une réunion prometteuse avec des sponsors potentiels. Nous avons beaucoup à célébrer. Dîner ce soir? J'ai une surprise qui devrait te plaire. » Sophie sourit discrètement, tapant une réponse affirmative. La sensation de vivre une histoire qui n'était pas la sienne persistait, mais commençait à céder la place à une compréhension plus profonde. Peut-être s'agissait-il simplement d'une facette de son histoire qui avait été en sommeil, attendant le bon moment pour s'éveiller. Prenant congé de Raphaël et Béatrice, Sophie marcha jusqu'au quai de Seine, observant le coucher de soleil sur l'eau. Les eaux dorées par la fin de l'après-midi reflétaient sa propre transformation intérieure. Toujours la même essence, mais maintenant illuminée par une nouvelle lumière, révélant des couleurs et des possibilités auparavant invisibles. Son téléphone sonna. C'était Thomas. « Je quitte le bureau maintenant, » dit-il, sa voix transmettant une excitation presque juvénile. « Nous avons obtenu le partenariat avec l'Institut national du livre.
Le projet pilote sera mis en œuvre dans 50 écoles publiques dès le semestre prochain. Thomas, c'est incroyable, s'exclama Sophie, sentant une vague d'émotion. Cela signifie que nous pourrons impacter des milliers d'étudiants. Et ce n'est que le début, répondit-il. Nous avons une réunion prévue avec le ministère de l'Éducation la semaine prochaine. Ils sont intéressés à étendre le modèle nationalement. L'échelle du projet grandissait plus rapidement que Sophie ne l'avait jamais imaginé. D'une simple idée née lors d'une nuit à l'hôtel Crillon, l'initiative se transformait en une politique publique potentielle, capable de démocratiser l'accès à la littérature créative à l'échelle nationale. Le restaurant choisi par Thomas pour le dîner de ce soir-là surprit Sophie. Au lieu de l'établissement sophistiqué qu'elle attendait, ils se retrouvèrent dans une petite trattoria italienne, dans le quartier du Marais, un endroit sans prétention avec des nappes à carreaux et des bougies dans des bouteilles de vin vides. Le propriétaire, un monsieur aux cheveux grisonnants, avec un fort accent italien, salua Thomas comme un vieil ami. « Je viens ici depuis la fac », expliqua l'entrepreneur, alors qu'ils étaient au conduit à une table discrète au fond. C'était le premier restaurant que j'ai pu me permettre avec mon propre argent quand j'ai commencé à développer des applications en freelance. Sophie sourit, appréciant cet aperçu du Thomas d'avant la célébrité et la fortune. C'est réconfortant de savoir que même les milliardaires ont des lieux de cœur. Particulièrement les milliardaires, répondit-il, avec un ton légèrement mélancolique. Plus ta vie devient exposée, plus tu valorises les espaces où tu peux simplement être toi-même. Monsieur Pierre, le propriétaire, apporta personnellement une bouteille de vin rouge et servit les deux sans avoir besoin de commande. Le même que d'habitude pour le prodige de la technologie et sa belle accompagnatrice, dit l'Italien, avec un sourire complice pour Sophie. Il avait l'habitude d'apporter ses livres de programmation et d'étudier seul à cette table, désigna-t-il un coin. Maintenant, regardez-le, un grand homme d'affaires. Après que Pierre se fut éloigné, Thomas semblait légèrement embarrassé. « Excusez-moi pour ça. Il me connaît depuis que j'étais un étudiant anxieux essayant de créer ma première application à succès. »« C'est adorable, » répondit Sophie, sincèrement touchée. « Nous avons tous besoin de personnes qui nous ont connus avant que nous devenions qui nous sommes aujourd'hui. Elles nous maintiennent honnêtes. » La conversation coula naturellement, passant de sujets professionnels à personnels, sans la tension initiale qui avait marqué leur première rencontre. Thomas partagea des histoires de son enfance à Bordeaux, fils de professeur d'université, qui avait toujours valorisé l'éducation, mais qui avait initialement été inquiet quand il abandonna son master en ingénierie pour fonder sa start-up. Il croyait au chemin traditionnel. Diplôme, titre, stabilité, expliqua-t-il. Il a fallu du temps pour qu'il comprenne que je ne rejetais pas l'éducation, mais que je trouvais simplement ma propre façon de l'appliquer. Et maintenant tu investis dans l'éducation, observa Sophie. La boucle est bouclée. D'une certaine façon, oui. Bien que je soupçonne que mon intérêt actuel ait plus à voir avec une certaine professeure de littérature qu'avec une réconciliation symbolique avec mes parents, plaisanta-t-il, tenant doucement la main de Sophie sur la table. Sophie sentit son visage rougir, mais ne retira pas sa main. Ces dernières semaines, la connexion entre eux avait évolué vers quelque chose de plus profond qu'un partenariat professionnel, bien que tous deux soient prudents, respectant le rythme naturel de la relation qui se formait. « Tu as mentionné une surprise », rappela Sophie, après que le serveur eut apporté le plat principal. Des pâtes maison avec une sauce que Pierre jurait être une recette secrète de famille. Les yeux de Thomas brillèrent d'enthousiasme contenu. En fait, ce sont deux surprises. La première concerne le projet. Il prit sa tablette dans son sac et montra à Sophie la maquette numérique d'un bâtiment moderne. Ce sera le centre culturel mosquée-relien, dans l'ancien entrepôt abandonné près de ton école. Sophie examina les images, impressionnée par la transformation proposée pour l'espace qui, depuis des années, était un symbole d'abandon dans le quartier. « Ce sera un espace multifonctionnel », continua Thomas, passant aux détails intérieurs. « Bibliothèque, auditorium pour des présentations littéraires, salle pour des ateliers d'écriture créative, studio pour podcasts et productions audiovisuelles dirigées par les étudiants eux-mêmes, et un café géré comme une coopérative par les parents des élèves de la communauté. Thomas, c'est... » Sophie était sans mots, émue par l'échelle et le soin du projet. Cela va complètement transformer la relation de la communauté avec la littérature et l'éducation. L'idée est que ce soit un modèle réplicable, expliqua-t-il. Si cela fonctionne comme nous l'espérons,
Nous pourrons implanter des centres similaires dans d'autres communautés. L'enthousiasme de Thomas était contagieux, ses yeux brillants tandis qu'il détaillait des aspects du projet qui avaient clairement été pensés avec l'expérience et les observations de Sophie à l'esprit. « Et la seconde surprise ?» demanda-t-elle, après avoir absorbé les détails du centre culturel. Thomas hésita brièvement, un rare moment de vulnérabilité pour quelqu'un habituellement si sûr. « Celle-ci est plus personnelle, » dit-il, retirant une enveloppe de la poche intérieure de sa veste. En fait, elle a été inspirée par cette nuit à l'hôtel Crillon. Sophie ouvrit l'enveloppe et y trouva un billet d'avion pour Lisbonne. Elle regarda Thomas, confuse. « C'est le Salon international du livre de Lisbonne », expliqua-t-il. Raphaël a suggéré que ce serait l'endroit parfait pour présenter le projet internationalement. Béatrice a déjà confirmé qu'elle ferait la couverture journalistique et j'ai pensé que nous pourrions transformer cela en un voyage qui irait au-delà du travail. La proposition flottait dans l'air, chargée de significations implicites. Ce n'était pas seulement une invitation professionnelle, mais un pas vers quelque chose de plus personnel, plus intime. « Une semaine au Portugal », continua Thomas, face au silence de Sophie. La moitié du temps consacré aux engagements du salon, la moitié pour nous, pour découvrir si ce que nous construisons va au-delà du projet mot qui relient. Sophie sentait son cœur s'accélérer. La proposition était tentante à tous égards. L'opportunité professionnelle, la chance de connaître le Portugal, pays qu'elle avait toujours rêvé de visiter pour sa riche tradition littéraire, et surtout la possibilité d'explorer ses sentiments pour Thomas dans un contexte complètement nouveau, loin des pressions et des attentes de leurs mondes habituels. « Je ne sais pas quoi dire », admit-elle finalement. « C'est une proposition merveilleuse, mais tu as besoin de temps pour y réfléchir », compléta Thomas avec un sourire compréhensif. « Je comprends. C'est un grand pas. »« Ce n'est pas seulement ça, » expliqua Sophie. « Tout arrive si vite. Il y a 2 mois, j'étais juste une professeure anonyme, luttant pour inspirer des adolescents à aimer la littérature dans une école aux ressources limitées. Maintenant, je suis impliqué dans un projet national, j'écris un livre, je suis interviewé par des journalistes et, je dîne avec toi. » Thomas acquiesça, respectant ses doutes. « Qu'est-ce qui t'inquiète le plus ?»« Les mondes différents, » répondit-elle honnêtement. « Pas seulement entre nous deux, mais entre la personne que j'étais et celle que je deviens. J'ai peur de perdre quelque chose d'essentiel dans le processus, de trop m'éloigner des racines qui définissent qui je suis. »« Je comprends parfaitement, » dit Thomas, avec une empathie qui surprit Sophie. « J'ai vécu quelque chose de similaire quand mon entreprise a décollé. Soudain, je n'étais plus simplement un programmeur passionné, mais un jeune génie de la technologie, un entrepreneur visionnaire, un milliardaire. Des étiquettes qui, bien que techniquement vraies, ne capturaient pas qui j'étais vraiment. Et comment as-tu géré cela ? Pas très bien au début, admit-il, avec un sourire autodépréciatif. Je me suis perdu un temps, essayant de correspondre aux attentes, me modelant à l'image que les autres avaient de moi. C'est seulement récemment que j'ai commencé à redécouvrir le Thomas qui aimait passer des heures à cette table, désigna-t-il le coin du restaurant, rêvant de façon d'utiliser la technologie pour connecter les gens. « Et qu'est-ce qui a changé ?» demanda Sophie, sincèrement intéressée. Thomas la regarda directement dans les yeux. « J'ai rencontré une professeure de littérature qui a eu le courage d'être authentique dans un environnement où tout le monde jouait un rôle, qui m'a rappelé le pouvoir des connexions authentiques. Le moment était intense, chargé d'une honnêteté émotionnelle que tous deux se permettaient rarement de démontrer. Pierre choisit ce moment pour apparaître avec le dessert, un tiramisu maison qui, selon lui, était irrésistible comme le premier amour. Le commentaire brisa la tension, les faisant rire. Tandis qu'il savourait le dessert, la conversation dériva vers des sujets plus légers, livres préférés, films, souvenirs d'enfance. Sophie raconta comment elle avait grandi à Saint-Germain-en-Laye, fille d'une bibliothécaire et d'un professeur d'histoire, et comment les livres avaient été son refuge pendant l'adolescence. « Je crois que j'ai choisi d'être professeur parce que je voulais créer pour d'autres jeunes le même espace sûr que la littérature a créé pour moi, » réfléchit-elle. Un endroit où ils peuvent explorer différentes versions d'eux-mêmes, expérimenter des vies et des réalités alternatives, trouver des miroirs et des fenêtres. « Des miroirs et des fenêtres ?» demanda Thomas, intrigué. « C'est une métaphore que j'utilise avec mes élèves. Les livres sont des miroirs quand ils nous permettent de nous voir refléter dans les histoires, confirmant nos expériences.
Et ce sont des fenêtres quand ils nous permettent de regarder dehors, vers des vies et des réalités différentes des nôtres, élargissant notre compréhension du monde. Thomas sourit, clairement enchanté par le concept. Et que serait notre projet? Miroir ou fenêtre? Sophie réfléchit un moment. Peut-être une porte. Quelque chose qui non seulement reflète ou montre, mais qui permet le passage, le mouvement, la transformation. Après le dîner, ils marchèrent dans les rues historiques du Marais, le ciel nocturne de Paris étoilé. L'architecture ancienne, la place des Vosges illuminée et l'énergie vibrante du quartier créaient un décor presque cinématographique. Des musiciens de rue jouèrent de la musique française, des couples dansaient dans de petits cercles improvisés et l'arôme de la cuisine de rue se mêlait au parfum des arbres en fleurs. C'est pour ça que je n'ai jamais pu quitter Paris, malgré toutes les opportunités internationales, commenta Thomas tandis qu'ils observaient la scène urbaine. Il y a une authenticité ici que je n'ai trouvée nulle part ailleurs. Je comprends parfaitement, acquiesça Sophie. C'est une ville de contrastes et de contradictions, comme la littérature même que j'aime. Beauté et chaos coexistant, créant quelque chose d'unique. Quand ils arrivèrent à la place des Vosges, ils s'arrêtèrent pour observer la vue panoramique. Les lumières du centre de Paris brillaient au loin, tandis que le son distant d'un saxophone créait une bande sonore parfaite pour le moment. À propos de Lisbonne, dit finalement Sophie, ayant pris une décision, j'adorerais y aller, pas seulement pour l'opportunité professionnelle, mais aussi pour nous. Le visage de Thomas s'illumina d'un sourire sincère. Tu es sûr? Je ne veux pas que tu te sentes pressé. Je le suis, confirma-t-elle. Je pense qu'une partie du maintien de mon authenticité est aussi de me permettre d'explorer de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités. Rester prisonnière de ce que j'ai toujours été par peur du changement serait aussi inauthentique qu'abandonner complètement mes racines. Sous la lumière douce de la place des Vosges, Thomas s'approcha lentement, donnant à Sophie tout le temps de reculer si elle le souhaitait, mais elle ne recula pas. Quand leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme si toutes les paroles échangées ces dernières semaines, toutes les lettres lues, toutes les histoires partagées, convergeaient vers ce moment de connexion authentique. Le baiser fut interrompu par le son d'applaudissements. Un groupe de touristes, les confondant avec un couple ordinaire dans un moment romantique, sifflait et applaudissait. Sophie et Thomas rirent, la magie du moment se transformant en quelque chose de plus léger, plus joyeux. « On dirait que nous avons un public », commenta Thomas, sans lâcher la main de Sophie. « Bienvenue dans mon monde », plaisanta-t-elle. « En tant que professeur de collège, je suis habitué à ce que chaque moment de ma vie soit observé et commenté par des publics exigeants. » Tandis qu'ils revenaient, main dans la main, Sophie réfléchissait au parcours improbable qui l'avait amenée là. D'une professeure anonyme qui se sentait déplacée dans un événement de gala, à une femme qui aidait maintenant à façonner un projet éducatif national et, plus surprenante encore, avait trouvé une connexion inattendue avec quelqu'un d'un monde apparemment si éloigné du sien. « À quoi penses-tu » demanda Thomas, remarquant son silence contemplatif. « À comment la vie suit parfois des scénarios plus surprenants que n'importe quel roman que j'ai lu, » répondit-elle avec un sourire. « Et à combien je suis curieuse de voir le prochain chapitre. » 6 mois plus tard, le centre culturel Meaux qui relie était méconnaissable. L'ancien entrepôt abandonné près de l'école municipale Victor Hugo s'était transformé en un espace vibrant et accueillant où adolescents de la communauté, professeurs, écrivains et artistes circulaient librement entre des étagères de livres soigneusement sélectionnés, des espaces de lecture confortables et des salles d'atelier équipées de technologies de pointe. Sophie observait l'animation depuis la petite terrasse du 2e étage, où fonctionnait le café communautaire. Son cœur débordait d'une joie sereine, en voyant des jeunes qui, quelques mois auparavant, manifestaient à peine de l'intérêt pour la lecture, débattre maintenant avec animation des livres qu'ils avaient choisis, partager des textes originaux à un micro ouvert, ou simplement profiter de l'espace qu'ils ressentaient comme véritablement le leur. « Tu admires ta création ?» demanda Raphaël, s'approchant avec 2 tasses de café. « Notre création », corrigea Sophie, acceptant le café avec gratitude. Tout ceci est le résultat de nombreux esprits et cœurs travaillant ensemble. L'écrivain sourit, s'appuyant sur le parapet de la terrasse à côté d'elle. Le livre est prêt pour l'impression. L'éditeur vient d'envoyer les épreuves finales pour approbation. Je n'arrive toujours pas à croire que dans 2 semaines, nous le lancerons officiellement, commenta Sophie,
un mélange de nervosité et de fierté dans sa voix. « Crois-le, » répondit Raphaël. « Et prépare-toi aux conférences et interviews qui suivront. » Béatrice a déjà programmé au moins 5 émissions de télévision et 3 podcasts importants pour le mois de lancement. Depuis le voyage à Lisbonne, qui avait été un succès tant professionnel que personnel, le projet Mosquirelien avait acquis une dimension internationale. Le modèle développé à Paris était en cours d'adaptation pour une mise en œuvre dans des villes comme Bruxelles, Genève et Lisbonne, toujours en respectant les particularités culturelles et les besoins locaux. « Comment s'est passée la réunion avec le ministère ?» demanda Raphaël, faisant référence à la rencontre que Sophie et Thomas avaient eue ce matin-là. « Étonnamment productive », répondit-elle. « Le programme pilote sera étendu à 200 écoles supplémentaires l'année scolaire prochaine, avec un financement garanti. Et le plus important, nous avons réussi à maintenir l'autonomie des écoles dans l'adaptation du projet à leur réalité spécifique. Cela avait été une bataille constante pour Sophie, s'assurer que l'initiative, en grandissant, ne perde pas son essence ni ne se transforme en un programme rigidement standardisé qui ignorerait les particularités de chaque communauté scolaire. « Et où est notre entrepreneur visionnaire ?» demanda Raphaël avec un ton légèrement provocateur. Sophie sourit en pensant à Thomas. En réunion avec l'équipe technique, il finalise l'application qui connectera toutes les écoles participantes, permettant aux étudiants de partager leur production littéraire. Ces derniers mois, la relation entre Sophie et Thomas s'était développée avec la même intensité que le projet, mais à un rythme soigneusement géré par les deux. Équilibrer le partenariat professionnel avec la relation personnelle exigeait une communication constante et un respect mutuel pour les espaces individuels de chacun. « Vous deux avez accompli quelque chose d'extraordinaire ici », observa Raphaël, son regard parcourant le centre culturel plein de vie. « Vous avez créé un modèle qui fonctionne réellement, parce qu'il combine vos différents talents et perspectives. Sa vision entrepreneuriale et technologique, avec ta connaissance profonde de la réalité éducative et de l'importance de la littérature. C'est amusant, » réfléchit Sophie. « Quand nous nous sommes rencontrés, je voyais principalement nos différences, les mondes distincts d'où nous venions, les expériences contrastées. Maintenant, je réalise combien nous partageons en termes de valeurs et d'objectifs. Cela me rappelle une phrase de notre livre, commenta Raphaël. Les véritables connexions ne se produisent pas malgré les différences, mais à travers elles. Ce sont les lacunes entre nous qui créent des ponts pour atteindre l'autre. » Sophie sourit, reconnaissant ses propres mots. « Tu as bonne mémoire. »« J'ai bon œil pour les phrases qui capturent des vérités profondes, » répondit-il. « D'ailleurs, je dois y aller. J'ai un atelier d'écriture créative avec les adolescents dans 10 minutes, et ils ne me pardonneraient pas un retard. » Après que Raphaël fut descendu, Sophie resta sur la terrasse, savourant son café tout en observant la scène en dessous. Charles, l'élève qui quelques mois plus tôt avait demandé si des personnes importantes liraient leurs histoires, dirigeait maintenant un groupe de camarades dans un podcast sur la littérature périphérique. Marine, la fille timide, dont les textes impressionnaient toujours Sophie, animait un club de lecture dédié aux écrivaines françaises contemporaines. David, qui rêvait de devenir écrivain, célébrait avec des amis la nouvelle que sa nouvelle serait publiée dans une anthologie nationale. Chacun de ces petits triomphes remplissait le cœur de Sophie avec la certitude que, indépendamment des directions que sa vie avait prises, son objectif fondamental restait intact, utiliser la littérature comme outil de transformation et de connexion. « Je savais que je te trouverais ici », dit Thomas, s'approchant par derrière et l'enlaçant doucement. « Tu admires la vue ? J'admire les résultats, » répondit-elle, s'appuyant contre lui. « Parfois, je dois encore me pincer pour croire que tout ceci est réel. C'est très réel, » assura-t-il, embrassant le sommet de sa tête. Et seulement le début. Sophie se tourna pour lui faire face. Ces derniers mois, elle avait remarqué des changements subtils chez Thomas. L'entrepreneur toujours impeccable et légèrement distant avait cédé la place à un homme plus détendu, plus présent, avec une lueur dans les yeux qui parlait de but et de satisfaction authentique. « Comment s'est passée la réunion avec l'équipe technique ?» demanda-t-elle. « Productive. L'application sera prête pour le lancement officiel du centre, » répondit Thomas. « Mais en réalité, je voulais te parler d'autre chose. » Quelque chose dans son ton fit Sophie prêter une attention particulière. « Quoi ? J'ai reçu une invitation pour donner une conférence à la Silicon Valley sur la façon dont nous combinons technologie
et éducation dans le projet. Ce serait le mois prochain, juste après le lancement du livre. « C'est merveilleux !» s'exclama Sophie, sincèrement heureuse pour lui. « Oui, mais… » Thomas hésita brièvement. « J'aimerais que tu viennes avec moi, pas seulement comme ma partenaire dans le projet, mais parce que… » Il respira profondément. « Parce que j'envisage un changement plus permanent dans ma vie. » Sophie le regarda avec curiosité. « Quel genre de changement ? » « Je réfléchis à transférer le siège des opérations de mon entreprise à San Francisco, expliqua-t-il. C'est logique d'un point de vue stratégique, et cela permettrait une expansion plus efficace vers le marché international. Sophie sentit un pincement au cœur. « Tu déménages aux États-Unis ? » « J'envisage cette possibilité, admit Thomas. Et avant que tu ne demandes, oui, la fondation continuerait à fonctionner normalement ici en France. En fait, je prévois d'élargir encore plus son action. Je comprends, dit Sophie, essayant de traiter ce que ces mots signifiaient pour leur relation. Mais, continua Thomas, prenant ses mains, je ne veux pas prendre cette décision seule. Ces derniers mois, tu es devenue une partie essentielle de ma vie, Sophie. Pas seulement pour le projet que nous avons construit ensemble, mais pour tout ce que nous avons découvert l'un chez l'autre. Il la conduisit vers une table proche, où ils s'assirent face à face, toujours main dans la main. « Je sais que ta vie est ici, » poursuivit-il. « Tes élèves, ton travail à l'école, ta famille, et je respecte profondément cela. Mais je voulais savoir si tu envisagerais la possibilité de construire quelque chose ensemble, même si cela signifiait quelques ajustements dans nos vies. » Sophie ressentit une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, sa connexion avec Thomas s'était approfondie d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. De l'autre, l'idée de quitter la France, ses élèves, le projet qui commençait à peine à fleurir, semblait impossible. « Tu me demandes de venir avec toi aux États-Unis ?» demanda-t-elle, voulant de la clarté. « Je te demande d'explorer des possibilités ensemble », répondit Thomas soigneusement. « Nous pourrions trouver un arrangement qui fonctionnerait pour nous deux. Peut-être partager notre temps entre les deux pays, ou créer un programme d'échange qui te permettrait de travailler avec des écoles là-bas tout en maintenant ton implication ici. » Il serra doucement ses mains. « Ce que je dis de façon maladroite, c'est que je veux que nous fassions partie de la vie l'un de l'autre, indépendamment de la géographie. Les détails peuvent être résolus si nous sommes engagés dans l'idée principale. » Sophie resta silencieuse un moment, absorbant la proposition. Une partie d'elle ressentait la peur du changement, des incertitudes, des défis à venir. Une autre partie reconnaissait l'opportunité extraordinaire, pas seulement en termes professionnels, mais de croissance personnelle et d'une relation qui la nourrissait et la défiait de manières inattendues. « J'aurai besoin de temps pour réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision importante. »« Bien sûr, » répondit Thomas, avec un sourire compréhensif. Je n'attendais pas une réponse immédiate. Je voulais simplement ouvrir le dialogue pour que nous puissions réfléchir ensemble à notre avenir. À ce moment-là, ils furent interrompus par Marine, qui monta précipitamment les escaliers. « Professeur Sophie, Thomas !» appela l'adolescente, visiblement excitée. « Vous devez descendre. La première copie imprimée du livre est arrivée. » Le transporteur vient de la livrer. Le couple échangea des regards surpris. Ils n'attendaient pas les exemplaires avant la semaine suivante. Ils suivirent Marine jusqu'au rez-de-chaussée, où un petit groupe s'était déjà formé autour de Raphaël, qui tenait un volume relié avec un soin presque révérencieux. « Regardez, » dit l'écrivain tendant le livre à Sophie. « Notre enfant littéraire, enfin né. » Sophie prit le livre, sentant son poids réconfortant dans ses mains. La couverture, dans des tons de bleu profond, portait le titre « Mots qui relient », la littérature comme pont entre les mondes, en élégantes lettres dorées. En dessous, les noms de Sophie Durand et Raphaël Moreau partageaient l'espace de manière égale. « C'est magnifique », murmura-t-elle, passant ses doigts sur la texture douce de la couverture. « Ouvre-le », encouragea Raphaël. « Regarde la dédicace. » Sophie ouvrit le livre et lut la dédicace imprimée. « Aux jeunes des périphéries françaises, qui nous enseignent quotidiennement que la littérature n'est pas un luxe, mais une nécessité vitale. Qu'à tous ceux qui croient au pouvoir des mots pour construire des ponts là où existaient auparavant des murs. » La simplicité et la force de ces mots touchèrent Sophie profondément. C'était un témoignage du but qui avait guidé tout le projet depuis le début. « Il y a aussi une surprise spéciale, » dit Raphaël, lui indiquant de tourner la page. Sur la feuille suivante, elle trouva une préface signée par l'un des éducateurs les plus renommés du pays, qui décrivait le projet MOS qui relient comme
un modèle révolutionnaire qui redéfinit la relation entre littérature, éducation et transformation sociale. Tandis que Sophie absorbait ces mots, plus de personnes s'approchaient, professeurs de l'école, élèves, parents, membres de la communauté et l'équipe de la fondation. Béatrice arriva accompagnée d'une équipe de tournage, prête à documenter le moment pour un reportage spécial. « Je pense qu'il est temps pour un discours improvisé », suggéra Thomas, avec un sourire encourageant. Sophie, qui quelques mois auparavant se serait sentie intimidée par l'attention, regardait maintenant le groupe avec une confiance tranquille. Elle connaissait chaque visage, chaque histoire, chaque contribution qu'ils avaient apportée pour rendre le rêve réalité. « Ce livre, commença-t-elle, levant le volume, n'est pas seulement un objet physique, mais un symbole de quelque chose de bien plus grand que nous construisons ensemble. C'est le témoignage que lorsque nous nous permettons d'être authentiques, lorsque nous osons être vulnérables, lorsque nous valorisons les histoires les uns des autres, nous créons quelque chose qui transcende nos différences et limitations individuelles. » Elle regarda Thomas dont les yeux reflétaient la fierté et quelque chose de plus profond, un amour qui avait fleuri graduellement depuis cette première rencontre à l'hôtel Crillon. Le projet Mauskirelien a commencé par un refus. Ma réticence à participer à une dynamique sociale qui semblait artificielle, continua Sophie, avec un sourire pour l'ironie du destin. Mais il s'est transformé en une affirmation puissante, celle que nous avons tous des histoires qui méritent d'être entendues, que nous portons tous des mots qui peuvent transformer des vies, que nous sommes tous, dans notre essence, des conteurs d'histoires cherchant une connexion. Regardant les visages attentifs autour d'elle, Sophie ressentit une clarté qu'elle avait recherchée toute sa vie. Indépendamment de la décision qu'elle prendrait concernant la proposition de Thomas, elle savait qu'elle avait trouvé son véritable but, créer des espaces où la littérature pourrait s'épanouir comme outil de connaissance de soi et de connexion humaine. Ce n'est que le premier chapitre d'une histoire qui continuera à être écrite par nous tous, conclut-elle. Une histoire sur le pouvoir des mots pour abattre des murs, construire des ponts et transformer non seulement les esprits, mais les cœurs. Les applaudissements qui suivirent étaient sincères, spontanés, chargés d'émotion. Thomas s'approcha et, devant tous, prit les mains de Sophie dans les siennes. « Quels que soient les prochains chapitres, dit-il à voix basse pour que seule elle puisse entendre, je suis reconnaissant que nous ayons trouvé nos mots de connexion. » À ce moment-là, entourée de personnes dont les vies avaient été touchées par le projet né d'une rencontre improbable, Sophie ressentit une profonde certitude. Certaines histoires n'ont pas besoin d'une fin définie pour être parfaites. La beauté réside précisément dans les possibilités qui restent ouvertes, dans les pages encore à écrire, dans les mots qui continuent à couler, reliant des mondes qui auparavant semblaient trop distants pour se rencontrer. Et tandis que le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel de teintes orange et rose, Sophie sut que, quel que soit le chemin qu'elle choisirait, elle emporterait avec elle les leçons les plus précieuses qu'elle avait apprises, que la vulnérabilité est une forme de courage, que les différences peuvent être des ponts plutôt que des barrières, et que les mots, lorsqu'ils naissent de l'authenticité, ont le pouvoir de transformer non seulement des histoires, mais des vies entières.